Retrouvez Human & Work avec Actual Group. Actual Group, construisons ensemble votre travail. Bonjour à tous, bienvenue dans Human & Work. Vous le savez, le marché du travail a été bouleversé. On évolue désormais dans un environnement hybride. Il y a des nouvelles attentes, des nouveaux métiers aussi qui surgissent. Et donc, il est sans doute temps d'ouvrir le débat sur ce que doit être demain le travail. Dans cette optique, je reçois régulièrement des experts pour décrypter ces mutations, comprendre quels sont les enjeux et mettre en lumière les initiatives d'entreprises qui s'adaptent en remettant l'humain au cœur du jeu. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion autour justement des nouvelles frontières de l'entreprise avec la généralisation du télétravail. Comment est-ce qu'on fait évoluer les règles qui régissent le travail en entreprise? Comment est-ce qu'on cultive des valeurs d'entreprise dans cette organisation qui apparaît soudainement plus éclatée? Quelles sont les nouvelles pratiques managériales qui peuvent émerger? Quelles sont les nouvelles limites entre la vie professionnelle, la vie privée? Et qu'est-ce que doit prendre ou non en charge l'entreprise? On va en parler dans un instant avec mes invités du jour qui sont aujourd'hui Samuel Toile, président d'Actual Leader Group et partenaire de cette émission. Antonio Marquez d'Acosta, PDG de MP3 PLV, une PME spécialisée dans la conception et la fabrication de publicités sur des lieux de vente. Et Romain Ben David, directeur de l'expertise corporate et work experience à l'IFOP. Bonjour à tous les trois. C'est vrai qu'on commence à avoir maintenant un petit peu de recul sur la crise Covid, la généralisation ou pas d'ailleurs, vous allez peut-être me dire, du télétravail. Romain Ben David, vous avez publié une note il y a quelques temps qui dit « Plus rien ne sera jamais comme avant dans sa vie au travail ». Quel est le changement le plus majeur, le plus fondamental que vous avez observé ? Alors, c'est effectivement dans le travail qu'on voit que les changements sont les plus importants, puisque cette phrase est tirée de l'expression du président de la République quand il parle pour la première fois au moment du confinement. Et c'est dans le travail qu'on voit que ces transformations sont toujours en cours. Et le changement le plus important, celui qui impacte tout, c'est le fait que la place du travail dans la vie des Français n'est plus aussi importante qu'elle l'était avant. Pour prendre un exemple simple, à l'IFOP, on étudie beaucoup les évolutions dans le temps. Et en 1990, vous aviez 60% des actifs qui déclaraient que le travail occupait une place très importante dans leur vie, au même titre que la famille, que les amis, que les loisirs. Aujourd'hui, ce n'est plus que 21%. Donc le travail demeure important. Il est important pour 80% des Français. Il ne faut pas en tirer la conclusion que plus personne n'a envie de travailler, ce n'est pas le cas. Mais il n'est plus aussi structurant et il n'est plus aussi central. Samuel, vous qui êtes en fait l'espèce de pont entre les entreprises et ceux qui sont en recherche d'emploi, qu'est-ce que vous observez, vous, du point où vous êtes en matière d'attente à la fois des entreprises et de ceux qui recherchent de l'emploi aujourd'hui ? Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le fait qu'on sent une sorte de Big Bang qui s'est passé après cette période de Covid. On avait déjà eu ce phénomène-là dans les années 2000, au moment de la mise en place des 35 heures, qui remettait en place, en cause pas mal de choses. Le Covid a marqué profondément des évolutions dans les comportements. Et il y avait des tendances que l'on observait avant qui se sont considérablement accélérées pendant cette période. La place du travail, effectivement, évolue. Alors moi, je suis un peu gêné, effectivement, quand j'entends on ne considère pas le travail comme important ou à une place suffisamment importante versus vie privée, parce que ce qui ressort de tout ça, après, c'est que si on veut réussir sa vie, il faut, de mon point de vue, réussir les deux. Et c'est difficile de réussir dans la vie si on n'a pas la vie perso et vie professionnelle épanouie aux deux niveaux. Et donc, je crains malheureusement que ceux qui mettent le curseur trop loin sur la vie perso au détriment du travail, à un moment donné, seront déçus. Parce qu'ils auront manqué quelque chose d'essentiel. Mais effectivement, c'est une tendance que l'on constate et qui remet en cause beaucoup de choses, et notamment dans les candidats à l'emploi, sur leurs exigences vis-à-vis de l'entreprise, sur les lieux de travail, sur les modalités de travail. Le travail à distance, notamment chez les jeunes, est une demande forte. Et donc, il y a une exigence qui s'est considérablement renforcée pendant la période de reprise très forte post-Covid, où le marché du travail était en tension. Donc, de surcroît, il y avait une sorte de rapport de force
Inversé entre l'entreprise et le candidat, puisque le candidat était en position de force. Là, avec le ralentissement de l'économie et la période dans laquelle on rentre, les choses vont se rééquilibrer de point de vue très conjoncturel. Mais c'est vrai que de point de vue structurel, cette tendance constatée continue d'exister et devra être prise en compte par les entreprises, quoi qu'il arrive. Antonio Marques da Costa, vous êtes justement dirigeant d'une entreprise. Est-ce que vous avez remarqué un changement dans les attentes aujourd'hui, soit de vos salariés, soit des candidats qui postulent chez vous ? Donc je ne vais sûrement pas contredire mes frères, mais c'est vrai que nous, on a noté un gros changement juste pendant le Covid. La sortie de Covid, tout le monde avait des demandes bien spécifiques, les inquiétudes qu'il y avait et tout ça. Où je suis un peu moins d'accord, c'est sur les statistiques qu'on a sorties tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, le travail, c'est quand même un lieu de lien social. Et je vois par exemple sur mes salariés, donc je gère une entreprise à Martigny-sur-Mayenne, une autre ici à Alfortville, et c'est vrai que sur les deux sites, alors que c'est des typologies de personnes complètement différentes, les deux, ils ont les mêmes attentes, c'est le contact humain à nouveau. Et au fin de compte, appartenir à un groupe, c'est l'effet d'appartenance, il revient beaucoup moins rapide que ce que ça a été l'effet du Covid, et tout le monde veut rester chez eux. Et donc je pense, vous voulez, que les paradigmes, ils ont changé, mais pas autant que ça. J'irai pas jusqu'à dire qu'on va passer complètement sur l'autre côté de la barrière. Et au fin de compte, c'est le constat vraiment que je fais sur l'ensemble de mes collaborateurs, c'est qu'aujourd'hui, ils ont vraiment besoin, on l'a vu encore en fin d'année, avant même que je propose les vœux, tout le monde regroupé, c'est eux-mêmes qui ont dit, ça serait bien, maintenant qu'il n'y a plus de Covid, que les deux boîtes puissent se retrouver, qu'on puisse échanger ensemble, voir les points de vue des uns et des autres. Donc je pense que la donne, elle est légèrement en train de changer, à nouveau, pas pour se stabiliser comme c'était avant. De toute façon, on ne reviendra jamais comme c'était avant, mais avec des améliorations d'un côté et de l'autre. Et du coup, comme j'ai l'habitude de dire, à chaque fois qu'on a une crise, ça crée une rupture, et c'est dans la rupture qu'on va trouver des nouvelles façons de faire. Est-ce que vos équipes, vous qui avez, je crois, un outil de production, vous pouvez les mettre en télétravail ou pas, et comment est-ce que vous répondez à cet enjeu-là ? Pas tout le monde. Nous, si vous voulez, on reste des industriels, des arts graphiques. Donc, on a des presses d'impression qui font 25 tonnes. Donc, vous imaginez bien que je ne peux pas dire vous emmenez la machine chez vous le soir. Ouais. Donc, sur 30 personnes, par exemple, dans le site de Martigny, on a 11 personnes qui ont fait du télétravail. Et au fin de compte, le reste des équipes, on a aménagé, on a un très grand site, si vous voulez. Et donc, on avait fait des roulements pour ne pas avoir jamais trop de personnes au mètre carré et tout ça. Ça n'empêche pas que aujourd'hui, ça a été, pour vous donner une ordre d'idée, si je prends mon bureau d'études, à la base, ils télétravaillaient 4 jours sur 5. Au jour d'aujourd'hui, j'ai moins d'une personne qui demande du télétravail. Alors qu'on avait mis tout ce qu'il fallait en place pour qu'ils puissent faire du télétravail. Mais au fin de compte, c'est vrai qu'après, on reste en département assez rural, où les gens, ils ont besoin de se voir, les gens, ils ont besoin d'échanger. Et donc, les ressentis de mes collaborateurs, par exemple au bureau d'études, c'est qu'ils trouvaient qu'ils étaient moins performants parce qu'ils étaient tout seuls à réfléchir dans leur coin. Et comme ils disaient, c'est que la visio, c'est bien, mais on n'arrive pas à ressentir le sentiment de la personne qui travaille avec eux. Romain Ben David, c'est documenté ça, la différence entre le ressenti, on va dire, dans les territoires et peut-être versus les entreprises citadines ? Alors c'est plus petite entreprise, TPE, PME versus grande entreprise. Juste pour revenir sur un point, on n'est pas du tout en train de dire que le travail n'est plus important. Oui. 80% des actifs considèrent que le travail est important. Simplement, il n'a plus cette fonction statutaire, ce qui est difficile à admettre pour beaucoup. Qu'on soit dans la philosophie soit libérale, il n'y a plus d'émancipation, on ne considère plus qu'il y a une émancipation, ou marxiste, où on va dire qu'on va prendre le pouvoir dans l'usine. C'est plus dans le monde du travail que tout se passe. Mais il reste important pour tout le monde, et la notion de lien social est aussi très importante. Pour le télétravail, il y a un point important à avoir en tête, c'est que, et monsieur en parlait un peu, c'est qu'un tiers des salariés qui ont accès au télétravail. Donc il y a 2 tiers des salariés qui ne peuvent pas, pour des raisons soit liées à leur métier, soit parce que leur entreprise ne le veut pas encore, être en télétravail. Ce qui crée des différences et ce qui peut créer des frustrations d'ailleurs dans une même entreprise où on a le sentiment que beaucoup est fait pour aider, pour aménager le temps de travail, les aspects techniques pour ceux qui peuvent être en télétravail et moins pour ceux qui restent entre guillemets sur le pont. Et c'est vrai que c'est plutôt dans les grandes entreprises et donc qui sont plutôt situées dans les grandes villes. Et donc c'est surtout les cadres, 70% des télétravailleurs sont des cadres qui ont accès aujourd'hui au télétravail.
Samuel. Sur le sujet du rapport au travail, la place du travail, ce qui est assez paradoxal, c'est que pendant la période Covid, où l'entreprise est sortie grandie de cette séquence où c'était considéré comme une structure rassurante en cas de difficulté. Il y a une confiance dans l'entreprise qui a été renforcée, là où il pouvait y avoir un peu de défiance vis-à-vis d'un certain nombre d'autres autorités. L'entreprise est sortie grandie de cette période. Et effectivement, en même temps, on constate que la place du travail occupe une place différente aujourd'hui. Et je crois pouvoir dire que c'est pas tant le travail que la nature du travail ou le sens donné au travail et la nature des missions. Il y a un niveau d'exigence qui a considérablement augmenté vis-à-vis de l'entreprise, des choix d'entreprise engagés, qui respectent l'environnement, qui mettent en place des modalités spécifiques. C'est ça que l'on constate notamment chez les jeunes générations, plus que le reste. Et puis il y a ce phénomène de travail à distance, effectivement. Je crois que les chiffres, on devait être avant la crise, Covid, on était à 15% de télétravailleurs en France, dont 7% de réguliers, que 7% qui travaillaient à distance. Le reste était très occasionnel. Là, on doit être à 36%. Exactement. Donc, pour le coup, il y a une accélération très forte. Je crois qu'il faut aussi un petit temps d'adaptation pour que ces nouvelles formes de travail puissent se normaliser entre ce qui doit rester exceptionnel, dérogatoire par rapport à des postes qui permettent ce télétravail de façon sécurisée. En tout cas, certaines entreprises ont décidé de se servir de ce télétravail comme un levier d'attractivité, notamment quand elles sont situées dans des villes plutôt moyennes. C'est le cas chez Sodistra à Château-Gontier, c'est en Mayenne, vous allez le voir. Et l'entreprise est même résolue à aller encore plus loin sur ces questions. C'est un reportage de Julien Gagliardi. Cécile est responsable marketing chez Sodistra, une entreprise industrielle spécialisée dans la fabrication d'appareils de traitement de l'air. La société de 50 salariés, basée à Château-Gontier en Mayenne, se trouve à plus de 80 km du domicile de Cécile, qui vit à Angers. Pour ne pas faire le trajet tous les jours, Cécile a recours au télétravail le mardi et le vendredi. Une facilité proposée spontanément par l'entreprise lors de son embauche il y a 5 ans. J'ai accepté de travailler aussi loin de mon domicile parce que justement l'entreprise proposait du télétravail, ce qui m'a permis d'accéder à un job plus intéressant que ce que je pouvais trouver autour de chez moi. Je vais effectivement adapter les tâches à faire en fonction du lieu où je vais me trouver. Si je suis chez moi, je vais plutôt privilégier des tâches qui nécessitent plus de concentration, d'isolement. Et ici, sur le site, en open space, je vais privilégier les dossiers sur lesquels je peux échanger avec les autres et qui nécessitent moins de concentration. Donc j'estime être plus productive grâce à cette mixité de lieux. Dans cette entreprise, 80% des collaborateurs dont les missions peuvent être réalisées en télétravail ont recours à ce dispositif au moins un jour par semaine. Pour le dirigeant de Sodistra, Erwan Koatanea, c'est un véritable atout pour le recrutement de profils qualifiés. Nous cherchons des compétences de plus en plus pointues et pour trouver ce type de compétences, il faut ouvrir large et trouver des gens au-delà même du territoire, leur faire découvrir la Mayenne avant de leur permettre de s'y installer. Je ne redoute pas la non-performance en télétravail. Je dirais qu'il faut simplement être clair les uns avec les autres, autant les employeurs que les collaborateurs, sur le fait qu'on fait des expériences, on cale, on recale, on corrige. On arrête, on recommence, c'est-à-dire qu'il faut trouver notre rythme, trouver les choses. C'est un respect mutuel sur les nouvelles règles qui sont édictées ou demandées par les uns et les autres. Des règles partagées par les télétravailleurs de Sodistra qui profitent avec plaisir des temps conviviaux qu'offre la vie de l'entreprise en présentiel. Cette dernière veut aller plus loin dans la flexibilisation de ses modes de travail. Prochain défi pour Erwan Koatanea, l'acquisition d'une maison dans le centre-ville pour permettre à ses collaborateurs les plus éloignés de Château-Gontier de rester une ou plusieurs nuits à proximité de leur bureau. Je crois que ça résume effectivement, avec un cas concret, tout ce qu'on vient de se dire. Je me posais la question quand même, est-ce que l'entreprise doit prendre en charge jusqu'au logement de ses collaborateurs quand ils n'habitent pas sur site? Samuel Tual, qu'est-ce qui ressort dans les entreprises que vous côtoyez? C'est quoi la pratique aujourd'hui? Là, on a effectivement un très bon exemple d'une entreprise qui a constaté ces difficultés en termes d'attractivité pour attirer des candidats et qui a su s'adapter et mettre en place des modalités qui permettent effectivement d'élargir son champ. C'est très vrai dans les entreprises en province. Attirer les talents peut parfois poser difficulté. Donc là, c'est une bonne solution. Mais effectivement, la suite logique, une fois que l'on dit on permet le travail à distance,
et qu'il y a quand même nécessité de venir sur site à différents moments. Et il est assez logique d'aller un peu plus loin pour aussi leur permettre de se loger, d'être hébergés une nuit ou deux en transit. Et donc, de fait, on voit bien que le travail, la mobilité, l'hébergement font partie un peu du package qui doit être intégré pour tenir compte de ces nouvelles modalités. Donc c'est une évolution assez naturelle des choses. Donc la réponse est oui, les entreprises qui voudront demain être attractives et garder durablement ces compétences devront faire des efforts en complément de ce qui... Mais vous savez, enfin... C'est un retour un petit peu en arrière. C'est ce que j'allais vous dire. C'est un peu l'entreprise paternaliste, si on pense à Michelin ou d'autres. Les entreprises, pour garder leurs collaborateurs dans les territoires, les logeaient, participaient aussi à beaucoup de sujets en dehors de l'entreprise. Et c'est juste naturel. Romain Ben David, moi j'ai le sentiment quand même que effectivement, même si ça a déjà existé dans le passé, c'était il y a quand même assez longtemps, j'ai l'impression que le champ de l'entreprise s'élargit, c'est-à-dire on prend en charge aujourd'hui les transports, pourquoi pas les tickets restaurants, la santé en partie, peut-être demain le logement. Alors oui, c'est une question qui est effectivement très importante et qui va en parallèle avec le fait qu'il y a moins de confiance dans l'État, il y a moins de confiance dans les institutions politiques et on parle d'autant moins d'État-providence qu'on parle de plus en plus d'entreprise-providence. Oui, même si ce n'est pas forcément le rôle que chacun voudrait assigner en premier à une entreprise. Aujourd'hui, pour recruter un collaborateur et pour le conserver, et donc si l'entreprise du coup veut conserver sa croissance, il y a pas mal de choses à prendre en compte, dont effectivement, on le voit chez les plus jeunes, une ouverture en matière de santé. Chez les générations plus âgées, c'était impossible de pouvoir se dire je peux vous proposer un dépistage pour telle ou telle maladie parce qu'il y avait un cloisonnement entre le privé et ce qui relève de l'entreprise. Il y a aussi ce rôle un peu plus politique de l'entreprise. Ça, c'est pour les plus grandes qui ont le temps de mettre en place des politiques RSE dans lesquelles beaucoup de cadres vont se retrouver en termes de valeur. Et c'est devenu un argument très important de marque employeur. On ne peut plus recruter aujourd'hui seulement un salarié sur un salaire et sur une fonction hiérarchique, même si ça reste ce qu'il y a en premier. Il y a besoin et c'est en ça qu'on parle beaucoup de dimension de sens et où on va rechercher l'entreprise là-dessus. Aussi parce qu'on est sur une génération qui a moins d'idéal général. On ne pense pas qu'on va transformer les choses par la politique. Ça va plutôt se faire dans un domaine qui est identifiable, qui est plus proche de soi. Et l'entreprise en fait concrètement partie. Il y a un autre sujet qui monte, et là-dessus j'ai la chance, j'ai un précurseur. Il paraît que vous avez mis en place la semaine de 4 jours. Ouais, en fin de compte, par rapport à des demandes spécifiques, comme je vous disais, entre le télétravail et des choses comme ça, en 2019, je commençais à réfléchir, parce qu'on parle d'attractivité au sein des entreprises, surtout au niveau de l'industrie. C'est vrai qu'à la base, c'était assez compliqué. Dès qu'on parle d'industriel, on parle de travail à la chaîne, alors que c'est complètement différent. Le monde de l'industrie, il a beaucoup changé. Et donc, à un moment donné, je me dis comment... Parce que si on parle d'attractivité, on va parler de séduction. Et comment on va pouvoir séduire des candidats à rester chez moi et à travailler épanoui et tout ça. Et donc, à un moment donné, je me dis, au lieu de dire juste toutes les semaines, les gens ils vont vouloir une journée de RTT par-ci, une journée de RTT par-là et des choses comme ça, je démarrais à la base sur l'aménagement des horaires de travail. C'est-à-dire qu'en gros, j'étais voir l'ensemble de mes collaborateurs et je les dis, voilà, pour toi, c'est quoi les horaires idéaux? Et donc, du coup, les gens qui avaient des enfants, ils sortaient à 16h, aux 15h30. Les autres, ils restaient plus tard, ils rentraient plus tard. Et au fond de compte, au début, je croyais que ça allait être très compliqué. Finalement, non, ça s'est bien embriqué dans notre métier. Et à un moment donné, je me dis, pourquoi on ne va pas plus loin? Je l'ai fait par conviction, surtout par conviction de développement de mon entreprise. Parce qu'une semaine de 4 jours, c'est-à-dire que demain, je peux en monter mon développement de 20%. Ah oui, bien sûr. Parce que c'est pas mal. Par contre, pour mes collaborateurs, c'est génial. C'est-à-dire que, en gros, vous avez programmé, là, on a programmé, parce qu'on a recommencé après le Covid, ça s'est arrêté, parce qu'il manquait trop de monde et tout ça. Là, on a commencé à remettre ça à nouveau en place. Et en gros, on a commencé à préparer le calendrier des absences de cette année. Et donc, du coup, c'est comme si les gens ils prenaient une journée de congé, mais pour éviter de les prendre tout le temps le lundi ou tout le temps le vendredi, je laisse plutôt libre arbitre à chacun que dans le service, ils puissent s'arranger entre eux. Et donc, oui, moi, je paye 3 heures supplémentaires, ou plutôt 3 heures de plus qu'ils ne travaillent pas. Donc, c'est en bonus pour eux. Ils font 4 jours de 8 heures. Et par contre, si demain, on veut développer plus, si on travaille 5 jours, on en monte notre capacité de travail de 20% quand même. C'est pas négligeable.
Samuel, il y a beaucoup d'entreprises qui suivent ce chemin-là, parce qu'on en entend de plus en plus parler. Et alors, ce qui m'a frappé, moi, en discutant, c'est que c'est souvent, en fait, des petites entreprises qui, localement, font ça dans leur coin, sans faire de bruit, comme l'exemple d'Antonio. Et en fait, il y en a beaucoup plus que ce que je ne pensais, moi, personnellement. Oui, bien entendu, mais c'est tout simplement parce que c'est du bon sens. Donc, le bon sens, c'est souvent ce qui est pratiqué par sur le terrain, notamment dans les PME. Il y a plusieurs sujets qui se conjuguent pour arriver à ce raisonnement. C'est une façon d'adapter les 35 heures. Les 35 heures ont posé un certain nombre de problèmes de répartition du travail sur la semaine. Donc, il n'y a pas de débat sur le fait qu'on doit travailler un peu plus et être un peu plus productif en France. Donc, le fait de dire on concentre la semaine sur 4 jours permet d'avoir des amplitudes d'ouverture plus importantes avec les rotations des équipes et finalement de produire plus. Ça répond à un autre enjeu qui est une demande plutôt des collaborateurs d'avoir effectivement une journée par semaine. Et d'ailleurs, sur le sujet du télétravail d'une journée par semaine, souvent on mélange plusieurs sujets entre ceux qui souhaitent avoir leur vendredi, leur lundi, leur mercredi pour s'occuper des enfants, et on mélange justement des sujets personnels avec les contraintes professionnelles. Là, on règle le problème, parce qu'il n'y a plus de sujet de dire, vous prenez à la limite la journée que vous souhaitez, et vous êtes vraiment en vacances, il n'y a pas de sujet de travailler à distance, etc. Ça répond à un enjeu environnemental, parce que pour le coup, les déplacements quotidiens, travail résident, lieu personnel, ça permet de limiter les déplacements, et donc écologiquement, c'est plutôt responsable. Donc on arrive à concilier pas mal de réponses à des besoins. Et la réponse est oui, je constate ici ou là des pratiques de cette nature qui se font sans bruit, mais qui, avec l'accord des collaborateurs en question, se mettent en place de façon de plus en plus importante. Voilà. Romain Ben David, cette recherche d'épanouissement, de qualité de vie au travail, d'aménagement des horaires, d'aménagement des modes de travail, est-ce que c'est à l'entreprise d'y répondre tout le temps, de façon systématique, ou est-ce qu'elles doivent quelque part aussi engager leurs collaborateurs à aller chercher ce bien-être ailleurs, parce que peut-être, vous allez me donner votre avis, mais c'est pas forcément à l'entreprise de prendre en compte l'organisation du bien-être du collaborateur dans sa globalité. Alors que ce soit pas l'entreprise d'assurer le bonheur des salariés, ça c'est un fait. Et je pense que beaucoup d'entreprises et beaucoup de collaborateurs pensaient l'inverse. C'est-à-dire qu'on allait avant se réaliser uniquement par le travail, tout son épanouissement allait passer par le travail. Maintenant, on est sur des ambitions beaucoup plus mesurées, et c'est là où on parle plus de bien-être et de qualité de vie au travail, et moins d'un espèce de bonheur qui viendra par le travail. On est plus sur des petits bénéfices, sans galvauder le terme, et donc des aspirations plus qualitatives. Alors, il faut aussi s'entendre sur le terme bien-être. Quand on discute avec beaucoup de DRH, enfin certains DRH nous disent le bien-être, c'est pas mettre un baby-foot dans l'entreprise. Le bien-être, c'est faire en sorte ce que beaucoup des pays anglo-saxons ont compris avant nous, que le salarié se sente bien dans l'entreprise, et un salarié qui se sent bien sera plus motivé, donc plus performant. Donc pour beaucoup dans nos enquêtes, ce qui ressort dans le bien-être, c'est effectivement, comme le disait monsieur, pouvoir aménager ses horaires de la façon la plus personnelle, mais tout en répondant aux besoins de l'entreprise. Donc il y a cette idée d'autonomie et d'aménagement, et puis il y a cette idée aussi de sens qu'on veut donner au travail, c'est-à-dire avoir le sentiment fondamentalement de faire un travail utile, qu'on a l'impression de produire une œuvre, qu'on soit ouvrier, qu'on soit ingénieur, qu'on soit menuisier, travailler c'est produire une œuvre, donc on ait ce sentiment-là. Il y a beaucoup de personnes, on a parlé de bullshit job, qui souvent font un travail, ils ne savent pas à quoi il sert, c'est du reporting managérial, donc il y a ce sentiment d'être utile, et il y a cette possibilité d'organiser un peu ses horaires comme on le souhaite. C'est moins aujourd'hui aux salariés de s'adapter à l'entreprise, c'est vrai, qu'à l'entreprise de s'adapter aux salariés, mais dans une logique win-win, c'est-à-dire que un salarié, encore une fois, plus motivé, sera aussi plus performant. Sur cette question du bien-être des collaborateurs, on a beaucoup parlé des risques psychosociaux liés au télétravail. Et Antonio, je crois que vous avez mis en place des mesures préventives là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? En fin de compte, dès qu'on avait beaucoup de monde en télétravail, moi, de la première semaine, j'avais constaté une chose que pour moi, ça m'a horripilé, pour être clair, c'est que 2 fois, je recevais des mails à 22h du soir. Donc, moi, j'estime une chose, on a des lois en France et en gros, si vous voulez, je vois pas, comme je les recevais, je me disais, mes clients, ça doit les agacer aussi.
Et donc, du coup, à un moment donné, on a fait un point avec tout le monde, parce qu'on se concerte toujours. Après, on a de la chance, on est une petite entreprise. Donc, et en se concertant tout le monde, il y en avait les uns qui disaient « Ouais, mais bon, je vais juste cliquer comme ça, parce qu'après, avoir dîné et tout ça. » Et à un moment donné, j'ai résolu le problème beaucoup plus simplement. C'est qu'avec les connexions VPN qu'il y avait, j'avais ouvert les connexions de 7h à 19h. Et donc après, il n'y avait plus de connexion. Donc du coup, si vous voulez, c'est la plage horaire de travail, c'est de telle heure à telle heure. Point. Donc après, à l'intérieur de ce temps-là, en gros, vous aménagez comme vous voulez. Mais après 19h, il n'y a plus de mails qui peuvent passer ou plus de connexions à l'entreprise qui peuvent avoir lieu. Samuel, on va arriver au bout de cette discussion, mais je voudrais reboucler avec ce que vous disiez au tout début de cette émission. Finalement, à force de se préoccuper de tous ces aménagements, du bien-être, évidemment, des collaborateurs, qui évidemment est essentiel aujourd'hui, mais est-ce qu'on ne risque pas de perdre de vue le côté travail pour que l'entreprise, finalement, risque de se concentrer juste sur le côté bien-être ? Non, je ne pense pas qu'il y ait ce type de risque. Non, mais en réalité, ce qui s'est accéléré après la période Covid, avec toutes ces mutations, c'est effectivement la prise de conscience aussi des entreprises qu'elles devaient aussi faire des efforts pour répondre aux attentes des candidats et puis aussi des collaborateurs. Donc, moi, je suis assez optimiste sur leur capacité à se remettre en cause et puis à tenir compte de tous ces phénomènes. C'est un vrai travail à réaliser dans chacune des entreprises pour effectivement travailler sur leur marque employeur et sur leur attractivité. Ça dépend vraiment des secteurs d'activité et puis de type aussi de missions proposées dans l'entreprise. Suivant les secteurs, les modalités ne sont pas les mêmes. Et on voit bien que, c'est ce que disait Antonio à l'instant, c'est il y a la législation où le code du travail n'est pas actualisé et adapté à tous ces nouveaux phénomènes. Donc pour le moment, heureusement, on laisse les entreprises faire. Je pense qu'en laissant faire les entreprises par le dialogue social, par la concertation, on peut trouver les adaptations et les ajustements nécessaires, et ça c'est souhaitable. Le Code du travail il est déjà très épais, avec ses plus de 3000 pages, donc il ne faut pas trop en rajouter. Mais on voit bien qu'il y a des tas de sujets, sur les sujets même de la responsabilité de l'employeur en matière de sécurité. Vous savez, quelqu'un qui se brûle en buvant son thé pendant une séance de télétravail, c'est un accident de travail. Donc, pour le coup, on est potentiellement en risque. Donc, tout ça, c'est pas sérieux. Il faut absolument que les choses évoluent et tiennent compte de tous ces phénomènes. Et puis, je pense qu'on rentre effectivement dans une nouvelle période. Alors, c'est comme tous les changements, ça bouscule un peu. On est en transition. Je pense que ces évolutions sont pas finies, sont pas terminées. Il va y avoir encore quelques mois, peut-être quelques années d'adaptation autour de tout ça. Mais finalement, comme par le passé, je pense que les choses vont se normaliser. Merci beaucoup à tous les trois. Samuel Tual, je rappelle que vous êtes président d'Actual Leader Group, Antonio Marques d'Acosta, PDG de MP3 PLV, et Romain Bendaville, directeur de l'expertise corporate et work experience à l'IFOP. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Human & Work. C'était Human & Work avec Actual Group. Actual Group, construisons ensemble votre travail.